chance d'être candidat à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. La question est sur toutes les lèvres. Après avoir pris la tête en décembre 2023 du PDCI-RDA, le parti historique d'Houphouët-Boigny, principal parti d'opposition, il fait face à un obstacle de taille, celui de son exclusion de la liste électorale qui le rend de fait inéligible. En exil en France, où il est reparti depuis quelque temps, il continue de se battre pour la révision de la liste électorale qui lui permettrait peut-être de se présenter en octobre prochain à ce scrutin sous haute tension étant couru. Il a fait alliance avec quelques principaux leaders de l'opposition qui, eux aussi, ont été exclus de la course, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, l'ancien ministre et chef des Patriotes Charles Blé Goudé. On n'est cité que cela. Ira pas, Tidiane Thiam, le président exécutif du PDCI-RDA, est l'invité de Moment de vérité sur Afromédia. Bonjour Tidiane Thiam. Bonjour M. Foucault, merci de me recevoir. Très heureux d'être ici. Alors on va commencer par des choses très pratiques, les questions sur lesquelles les Ivoiriens se posent des questions et aimeraient avoir des réponses. Êtes-vous en exil en France? Et pourquoi? Est-ce qu'on a essayé de vous arrêter? Pourquoi vous êtes à l'extérieur? Je suis à l'étranger. Écoutez, il y a une succession d'événements que beaucoup ont pu voir. Le procès, 22 avril, etc. Bon. Il y a eu un verdict qui m'a radié de la liste électorale. Ensuite, très rapidement, le gouvernement s'est empressé de faire une conférence de presse pour dire que j'étais ivoirien. J'avais demandé le 10 avril un certificat de nationalité, demande qui a été rejetée par courrier. Et donc, je crois, 23 avril, le gouvernement dit « je suis ivoirien ». Donc, nous avons demandé un certificat de nationalité par mon avocat. Nous sommes le 26 juillet, nous ne l'avons toujours pas. Donc, voilà un gouvernement qui, d'un côté, dit que je suis ivoirien, je suis redevenu ivoirien. Après avoir renoncé à votre nationalité française. Il y a cette théorie qui est qu'on peut perdre une nationalité automatiquement, d'après ce gouvernement-là, et on peut la retrouver automatiquement. Les mots qui ont été utilisés, c'était que ma nationalité était en sommeil, ce qui est un concept inconnu de tous les juristes. Alors moi, j'ai envie de comprendre. Est-ce que vous êtes en exil ou bien est-ce que vous êtes... Ici, j'attends le minimum de garantie pour pouvoir faire mon travail de président du parti en toute sérénité. Donc il y a une menace qu'on vous arrête, par exemple. Il y a eu, écoutez, il y a eu un entretien de mon frère Augustin qui se trouve être membre du RHDP et quelqu'un d'autorisé en Côte d'Ivoire qui lui a dit ceci: si ton frère met le pied en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. Je l'arrête immédiatement. Pour quel motif? Ça, il faut poser la question aux auteurs de ces propos. Et après avoir renoncé à votre nationalité... On parle du CNT de 2020, CNT auquel je me suis opposé par écrit. Il y a un communiqué qui existe que tous peuvent consulter sur Internet en disant qu'il fallait rester... était le Conseil national de transition. Qu'il fallait rester dans la légalité. J'ai fait une déclaration officielle en 2020 où il paraît qu'il faut m'interroger sur le rôle que j'aurais joué depuis Paris en n'étant pas rentré en Côte d'Ivoire depuis 20 ans dans le CNT. Donc, alors, enfin, on invente n'importe quel prétexte. Les gens se posent la question de savoir... des menaces physiques dont j'ai dit sur France 24 qu'elles m'avaient été faites par des voies autorisées. Donc c'est une situation qui ne devrait pas exister, parce que je suis un citoyen ivoirien. Je n'ai jamais commis de crime de ma vie. Effectivement, j'ai été élu démocratiquement à la tête du PDCI et j'ai été désigné par le PDCI comme candidat à la présidentielle. On va en parler dans un instant, puisqu'on va arriver à cette question-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme papier? Puisque vous avez renoncé à votre nationalité française. Alors, plusieurs ministres ont dit qu'il fallait me les retirer. Je sais pas pourquoi. Mais vous vivez en France comment? Mais pour l'instant, j'ai des papiers ivoiriens. Des papiers ivoiriens valides. J'ai un passeport ivoirien valide. Et avec un visa? Il m'a été délivré, j'avais un visa, il m'a été délivré une carte de séjour également. Pour me permettre d'aller et de venir. Tout le monde dit, Tidiane Thiam est connu comme un homme de dossier. Qui a un certain niveau. Et quand on veut se présenter à la présidentielle, on doit connaître tous les textes. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, de fait, annulait votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissiez pas? Je ne le connaissais pas. Mais comment vous pouvez ne pas connaître cet article 48? Je ne connais pas la constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes ivoiriens, je leur ai demandé, ils ne le savaient pas. Attendez, monsieur, je suis désolé, il y a quand même des principes universels dans l'application des lois. C'est une loi de 61. Est-ce que vous connaissez la genèse de cette loi? C'est une loi française. Ce qui s'est passé dans nos pays à l'indépendance, puisqu'on n'avait pas de corpus de lois, c'est qu'on a pris les lois françaises et on les a essentiellement mises dans comme le la droit, Constitution. Voilà, dans le droit ivoirien. C'est une loi qui avait son origine dans la Première Guerre mondiale, parce qu'après la Première Guerre mondiale, la France avait prolongé la durée du service militaire. Il y avait une hécatombe humaine. Donc, les petits Français avaient commencé à faire du tourisme.
pour le service militaire, prendre d'autres nationalités pour échapper au service militaire français. L'alinéa 2, d'ailleurs, de cet article 48 fait référence au tableau de recensement militaire. Donc c'était dissuasif pour empêcher les gens de prendre une autre nationalité. On a dit, si vous prenez une autre nationalité, vous allez perdre la nationalité française. Mais il a toujours été clair que c'était par décret, ça ne peut pas être automatique. La nationalité, c'est un droit inaliénable. Okay, mais en même temps, c'est une... En 73, la France a abrogé cette disposition. Cette disposition en Côte d'Ivoire n'a jamais été appliquée. Monsieur Foucault, vous ne pouvez vous prémunir, il y a un usage. Elle a été appliquée une fois. Non. En 2011, attendez, d'abord, en 2011. Attendez, on se gargarise parce que ça les fait plus sourire. Oui, c'est la loi de son grand-père. On lui a appliqué la loi de son grand-père. À ma connaissance, Monsieur le Président Houphouët-Boigny a été président de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Je mets au défi quiconque de trouver un seul exemple d'application de cette loi en 32 ans, de 61 à 80. Du vivant du président Houphouët, cette loi n'a jamais été appliquée. Pas une fois. Mais ça ne fait pas que cette loi n'existait pas, M. Thiam. C'est un concept de désuétude. L'usage crée le droit. Dans le droit, quand une loi, vous pourrez trouver des lois qui n'ont pas été annulées, qui permettent d'écarteler les gens. Ok ? Il y a plein de lois dans le droit universel qui ne sont pas appliquées, elles tombent en désuétude, tout le monde ignore leur existence. Celle-là n'a jamais été appliquée, aucun Ivoirien n'en était conscient. Vous voulez que je vous fasse la liste des Ivoiriens qui ont pris une autre nationalité, qui ont exercé de hautes fonctions? Aboudraman Cissé a pris la nationalité britannique quand il était chez Goldman Sachs. Il a été nommé secrétaire général de la présidence à Abidjan, il a été ministre du pétrole. D'après leur théorie, il n'est pas ivoirien puisqu'on peut perdre automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est une aberration. Alors, le fameux exemple qui est cité, c'est celui de 2011, où la Cour constitutionnelle de Francis Waudier a rejeté une candidature à la députation d'un monsieur Thioté. Ce monsieur Thioté, il avait pris la nationalité française. Il est toujours ivoirien, il est inscrit, à l'heure où je vous parle, nous l'avons prouvé à tous les journalistes, il est inscrit sur la liste électorale. Donc le précédent dont vous parlez, il n'existe pas. Donc je maintiens qu'en 64 ans, cette loi n'avait jamais été appliquée. Comment vous voulez que quelqu'un puisse imaginer qu'elle le sera? Mais elle fait partie de la loi. Il y a tout le PDCI. Elle n'a pas été abrogée. Elle n'a jamais été loi. Appliquée. Il y a des centaines de milliers de gens sur la liste électorale aujourd'hui qui sont des doubles nationaux. Alors comment expliquez-vous que ça arrive à vous? Ah, mais ça, il faut poser la question à expliquez. C'est comme quand ça veut dire quoi concrètement? Quand la foudre tombe quelque part. Une loi, il y a 30 millions d'Ivoiriens. Il y a des millions de naturalisés. Vous pensez qu'on a peur de vous, que le président Ouattara a peur de votre candidature? Je pense qu'on a tout fait. Nous, on savait. Je vais vous donner les noms. Il y avait une équipe à peu près de 10 juristes qui a fouillé le droit ivoirien pour trouver un moyen de m'éliminer. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose, je vous assure. S'il avait fallu dire que si on mesure plus d'un mètre 93... Mais pourquoi on doit vous éliminer, vous? C'est toute personne qui est en position de gagner. Moi, si vous voulez qu'on regarde les sondages, on a fait des sondages qui sont publics, on les a publiés. Parce que nous, quand on fait des sondages, c'est le groupe... C'est un groupe qui fait du conseil en activité politique. C'était le directeur de campagne d'un certain Barack Obama en 2008 et en 2012, qui a gagné 2 élections américaines. Dans ce sondage, je vois, second tour des élections, vous êtes opposé à Alassane Ouattara, et vous avez 57% des voix contre 43%. C'est ce que nous disent nos sondages. On trouve que Alassane a fait à 33% beaucoup, 59% de donner la chance à quelqu'un d'autre. Et les autres, pour 2. Pour un qui dit oui, il y en a 2 qui disent non. C'est une majorité assez forte. Alors là, c'est le classement de la popularité. C'est classique. En politique, on fait opinion favorable, moins opinion défavorable. Et on fait le sol. Bon, on peut vous dire aussi que ce sondage-là, quelle crédibilité lui donner? Non, mais on a tout publié. Les données sont vérifiables. On l'a rendu public. Donc en fait, pour vous, c'est de l'acharnement de la part d'Alassane Dramane Ouattara. C'est un refus de permettre une alternance. Écoutez, il y a tellement de choses qui se disent sur mon compte. Aujourd'hui, je vais être un peu plus ouvert. Alors, on va y aller progressivement. Pourquoi est-ce que, il y a quelque temps, le même Alassane Dramane Ouattara vous a donné un passeport ordinaire? D'abord, quand je l'ai vu, je lui ai dit que je n'avais plus de papier ivoirien. Donc, il était bien clair que j'ai bien dû vivre pendant toutes ces années avec une nationalité. D'accord? La française. Oui. Donc le fait que j'étais français était connu de tous. On m'a redonné des papiers que je n'avais plus. On a même fait un film institutionnel à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pour fêter, j'ai rempli les formulaires... Sur ordre du président Ouattara? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quel était le deal? Parce qu'il ne vous a pas donné ça sans deal, M. Thiam. Il y avait un deal quand même. Absolument pas de deal. M. Thiam, j'ai envie de vous poser la question de façon très claire. Absolument pas de deal. Il a été dit que vous lui avez promis que vous ne serez pas candidat s'il était candidat lui aussi. Je vais vous raconter, cette histoire circule tellement, promue par beaucoup de gens au RHDP. Je vais vous dire moi ce qui s'est passé. Donc, en 2022, après avoir eu mon passeport en juin
Donc mon problème, je ne voulais pas rentrer en Côte d'Ivoire avec un passeport français. Voilà d'où tout est venu. Sinon, j'aurais pu prendre un avion avec un passeport. Je voulais revenir dans mon pays, étant parti en 2000, après un coup d'État, dans des conditions très douloureuses pour moi, je ne voulais pas revenir avec un passeport français. Donc c'est pour ça que j'ai obtenu le passeport ivoirien. Le passeport vert, ils m'ont dit que la valise diplomatique passait seulement de temps en temps, que j'avais droit au passeport diplomatique, mais il aurait fallu que j'attende que la valise passe à l'ambassade de Paris. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un passeport vert. Il n'y a pas de deal. Mais pour fournir un passeport vert, quand même, ça ne se donne pas comme ça, on donne des documents. J'ai vu la difficulté avec laquelle, par exemple, le président Gbagbo a eu du mal à avoir le signe. J'ai le dossier, j'ai donné un certificat de nationalité qui a été délivré à Toumoudi, que ma famille est allée chercher. Mais vous aviez un certificat de nationalité alors que vous aviez un passeport français? Oui, mais parce que je n'en ai jamais empêché. Écoutez, je ne veux pas citer trop de noms, mais le nombre d'Ivoiriens qui ont un passeport français, vous rigolez? Vous rigolez? Vous êtes sérieux? Et qui ont des papiers ivoiriens, mais il y en a des dizaines de milliers. Mais est-ce qu'à un moment, vous lui avez dit au président Ouattara que vous ne serez pas candidat s'il est candidat? J'arrive, je vous fais la genèse des choses. Août 2022, mon souhait, parce que moi je fais des vœux, c'était que si Dieu faisait, parce que je suis parti vraiment de Côte d'Ivoire dans des conditions douloureuses, en 2000 après le coup d'État. Après ça, j'ai aidé, moi je n'aime pas les pouvoirs militaires, j'ai aidé le président Gbagbo à faire partir le général Guèye. Quand le général Guèye est parti en novembre 2000, M. président Gbagbo m'a demandé de revenir en Côte d'Ivoire. Je suis revenu pour 24 heures. Il m'a fait l'honneur de me recevoir avec son épouse, Simone, et ma sœur, Yamousso. Il m'a dit qu'ils avaient fait un sondage au FPI et qu'ils envisageaient de me nommer Premier ministre. Et je lui ai dit, moi, je ne souhaite plus faire de politique. Ça a été une expérience de 6 ans. J'ai repris ma carrière dans le privé. Je suis content qu'il y ait un civil au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vraiment, on reste en contact, mais merci. Il ne m'en a pas tenu rigueur, je suis parti. Voilà comment je suis parti. La dernière fois de Côte d'Ivoire, en novembre 2000. Août 2022. Je vous passe les détails. Je reviens, le président a insisté pour que... Je voulais aller d'abord saluer le président Bédié, qui avait été mon patron. Je voulais aller à Yamoussoukro, je voulais atterrir à Yamoussoukro. Ça ne m'a pas été autorisé. On dit qu'il fallait que j'atterrisse à Abidjan, le président Ouattara en premier. J'ai accepté. Oui. Vous étiez en avion privé, on a dit de ne pas atterrir. Non, avant de partir, on a soumis un plan de vol qui a été rejeté. On n'a pas eu l'autorisation d'atterrir à Yamoussoukro. Mais est-ce que c'est le président qui... C'est le président, c'est écrit, ce sont les textes, c'est le président de la République qui donne les autorisations d'atterrissage de jets privés en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai découvert ça à l'occasion de ça. J'aurais aussi pu dire, je vais faire ma recherche et savoir ça. Non, je ne savais pas ça. Bon, on découvre des choses. Donc, je suis allé le voir, respectueusement, avec mon grand frère Augustin, mon grand frère Aziz, ma grande sœur Yamousso, je suis le plus jeune, on est 4 survivants. Toute la famille Thiam, il nous a reçus très gentiment, lui-même et sa femme, chez lui à Cocody. J'avais beaucoup réfléchi à cet entretien. Donc on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi avec le président Gbagbo, qui m'a reçu par la suite, avec le président Bédié. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Il y a trop d'oreilles en Afrique. Donc, et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour. Être candidat à la présidence. Donc, mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, non, parce que moi j'ai fini, ce 3e mandat c'est exceptionnel, je ne serai pas candidat. Il vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Oui, je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Mais d'où vient-il alors qu'on dise que non, vous aviez promis... Ça, c'est eux qui le répètent. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat, et donc je veux savoir. S'il m'avait dit à cette époque-là, mais tout aurait été différent. Et malheureusement, comme il y a dans les affaires policières, il y a des témoins contemporains. Parce que mon frère Aziz, j'ai toute confiance en lui, dès qu'on est sorti, je lui ai raconté l'entretien. Donc il y a des témoins contemporains, c'est pas une histoire que j'invente aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Là où je me suis dit, il y a de l'eau dans le gaz, c'est quand j'ai commencé à faire campagne en 2023, que j'ai vu le niveau de toxicité de ce que le RHDP disait sur moi, le niveau de violence déjà, pour m'empêcher d'être président du PDCI, vous savez quand même ce qui s'est passé. Le congrès devait avoir lieu le 15 décembre 2023 à l'Hôtel Ivoire. On a suscité 2 plaintes de 2 secrétaires généraux de section, 2 plaintes bidons sur 6800, qui sont allés l'après-midi à une session du tribunal à laquelle nous n'avons pas assisté, contre le PDCI. Moi, on avait des rumeurs en disant ils vont interdire votre corruption. On a des sources dans la police. La police était déjà informée cet après-midi-là qu'ils allaient intervenir pour interdire notre congrès. Ils nous l'ont dit. Mais certains n'y croyaient pas. Bon, donc l'affaire tourne jusqu'à 20h. On est même remonté jusqu'au ministre de la Justice pour essayer de savoir. Et on nous a dit non, mais si une décision pareille avait été prise, le ministre serait au courant. Paf, à 2h du matin, 39 cargos de police. On envoie 39 cargos de police à quelqu'un avec qui on a un deal. Moi, je travaille de façon moderne. J'ai toujours des sondages. J'avais des sondages. Mon estimation, c'est que j'aurais 93% des voix. Eux, ils avaient les mêmes sondages. Ils savaient que j'allais être élu. Okay. 39 cargos de police.
Donc pour vous, aujourd'hui... Donc la première agression, le 9 décembre 2023, j'ai dit ceci, dans un grand discours à Yamoussoukro pour lancer ma campagne, pour être président du PDC, que nous étions un parti qui avait l'ambition de diriger le pays, qu'on devait être un parti national, et j'ai dit ceci, j'ai dit qu'il fallait que le PDCI revienne au Nord. Je n'ai pas dit qu'on reconquiert le Nord, qu'on domine le Nord, j'ai juste qu'on revienne au Nord. Et c'est là que M. Bakongo, le dimanche, m'a injurié en disant que je ne portais pas les mêmes boubous que les autres, m'a injurié en djoula, que je m'étais enfui au premier tir de Kalachnikov. Donc, ces agressions idiotes ont commencé dès fin 2023. Ensuite, on m'a empêché de tenir le congrès. Il a fallu qu'on ruse, qu'on déplace le congrès à Yamoussoukro, parce qu'ils avaient commis l'erreur d'interdire la tenue du congrès à Abidjan. D'accord? Donc on a décidé de le tenir le samedi à Abidjan. Et le jeudi, les deux mêmes ont reporté plainte. Le jeudi à 17h, ils étaient prêts. La même juge d'ailleurs, qui a statué le 22 avril 2025, c'est la même juge, qui a fait l'opération du 15 décembre 2023, interdisant mon congrès, qui ensuite le jeudi devait statuer sur la nouvelle plainte, parce que maintenant il voulait qu'il soit interdit pour toujours, sur toute l'étendue du territoire, d'élire un nouveau président. Où est-ce qu'on a vu un parti comme le PDCI? Et c'est la décision de justice qui était prête. J'ai dû ruser. On a trouvé le matin un des deux qui était caché à Grand-Laou. On l'a ramené à Abidjan et on les a convaincus tous les deux. Ils ont retiré leur plainte à 16h45. Voilà comment l'affaire a pu se faire. Et j'ai pu être élu le samedi avec 96,47% des voix. Qu'est-ce qui peut susciter autant d'animosité? Est-ce que ça veut dire très clairement que même si ce n'est pas encore annoncé, il est clair que le président Alassane Dramane Ouattara sera candidat? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et il aurait peur de vous croiser? Moi, je ne sais pas. Moi, j'aurais géré ça différemment. Vu la conversation qu'on a eue, si, dans la vie, on peut changer d'avis. Le président Houphouët-Boigny disait toujours, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Il m'a dit ça en août 2022. Si après, les circonstances ont évolué, et même il est mon aîné, il estime qu'il n'a pas à s'expliquer devant moi, mais il m'envoie quelqu'un pour dire, bon voilà, jeune frère, on avait eu cette conversation, je t'ai dit que je n'allais pas me présenter, mais les circonstances ont changé, je te demande en tant que patriote ou en tant qu'Ivoirien, est-ce que cette démarche a eu lieu? Alors, tant que cette démarche n'a pas eu lieu, vous ne vous êtes plus jamais revu, alors on doit se taire et cesser de m'accuser et de me traiter de menteur, parce que c'est pas moi le menteur. C'est pas moi le menteur. Autre discussion que l'on écoute, enfin, autre réflexion que l'on écoute pas mal. Tidiane Thiam, est-ce que vous êtes le candidat de Paris? Parce que Paris, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Votre proximité avec Emmanuel Macron fait que certains vous perçoivent comme le candidat de Paris. Toute personne qui me connaît sait que je ne mélange pas le personnel et le professionnel. Il y a suffisamment de gens dans mon entourage qui en ont pâti. Je ne mélange pas. Mais vous savez très bien que dans le climat actuel... Chacun est comme il est. Attendez, sur la France, vraiment, j'ai écrit un article. Qu'est-ce qu'être le français? C'était BBA qui m'avait demandé de l'écrire. Où j'ai parlé de la discrimination dont j'ai été victime en France. Moi, je suis allé en Angleterre en 2002 parce que mon épouse, qui était américaine, m'a dit « Tu ne seras jamais rien ici. Ils sont tellement racistes, tu ne seras jamais rien. » Et je l'ai écrit. Enfin, mes camarades de promotion, Frédéric Oudéa a été patron de la Société Générale. Comment il s'appelle? L'autre qui a été patron de... Son nom m'échappe, je suis fatigué. De BNP Paribas, son nom me reviendra. Il est de ma promotion. Tous mes camarades de promotion, patrons de LVMH. Et moi, j'avais aucune proposition. Je suis allé en Angleterre. En 7 ans, je suis devenu... Oui, mais peut-être qu'on se repêche un peu en se disant, Tidiane Thiam, il va être un bon collaborateur. Ils m'ont donné des prix. Il y a eu la France, cet homme que la France regrette d'avoir laissé partir. J'ai eu tout ça. La France sait très bien que... Mais aujourd'hui, vous nous garantissez que derrière vous, il n'y a pas une puissance européenne qui soit... garantir, tous les Ivoiriens savent. Toute ma vie, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire. J'ai été nommé le 20 avril 1994. Premier Ivoirien, je le rappelle. À l'époque, la théorie de M. Ouattara et de son régime, c'est que j'ai cessé d'être Ivoirien en 87. On y reviendra. 1987. 1994, j'ai été nommé patron de la DGTX. Après Antoine Césaréo, Philippe Sorel-Eiffel, qui s'est exprimé récemment. Bon, j'ai été nommé. Il y avait 150 expatriés à la DCGTX sur 4000 employés. Il y avait donc 3850 Ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient pratiquement 50% de la masse salariale. J'ai dit, le temps des colonies est fini. Je suis arrivé, après la dévaluation, j'ai dit, on vous propose à tous des contrats locaux. On va vous payer aux mêmes conditions. Vous êtes tous là depuis 15 ans, 20 ans, vous aimez la Côte d'Ivoire. Bon, vous allez rester à des conditions ivoiriennes. Sur 150, il y en a 141 qui ont refusé. Je les ai licenciés. J'ai eu le chef de la mission de coopération dans mon opinion. Mais je dis, on peut savoir si vous êtes pour ou contre la France. Je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui paye mon salaire. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Chaque fois que la France fera des choses qui sont dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça ira. Et chaque fois qu'elle fera des choses qui sont contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça n'ira pas. Hein? Quand j'ai fait la centrale d'Azito, en 1997, qui a été un record mondial, c'était une lutte entre Enron, Suez, Tractebel et
Asea Brand-Boveri, qui est suédois et suisse. J'ai donné, c'était le plus gros contrat jamais donné en Côte d'Ivoire. Je l'ai donné à Asea Brand-Boveri. J'ai eu toutes sortes d'ennuis pendant 3 mois. Le président Bédier m'a dit que je ne pouvais pas mettre le pied en France. Donc, je n'accepte pas de leçons là-dessus. Je me suis exprimé par écrit sur mes sentiments vis-à-vis de la France. Je me suis exprimé par écrit sur le niveau de racisme intolérable en France. J'ai fait donc vous n'êtes pas l'homme de Macron. Dans le monde anglo. Je suis pas l'homme de Macron. Macron, avant, c'est moi qui lui rendais service avec tout le respect que je lui dois. J'étais CEO, bien avant qu'il occupe des fonctions importantes. J'étais CEO en 2009, à 46 ans. J'étais CEO d'une des plus grosses sociétés de Grande-Bretagne. J'ai été président de l'Association des assureurs britanniques. C'est la 3e industrie de Grande-Bretagne. J'ai été élu. Enfin, quand même. Alors, certains disent... donc, la France... certains disent que votre bagarre... Je suis ni pro, ni anti-français. Okay, je suis pour la Côte d'Ivoire. Et les pays étrangers, l'extérieur du monde, on doit les utiliser... D'abord, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où aller. C'est Sénèque. Hein, bon. Il faut savoir ce qu'on veut et ensuite utiliser le reste du monde pour atteindre ses objectifs. Ça n'a pas de sens d'être anti-français ou pro-français. Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire. Alors, certains disent, vous avez le même parcours quasiment, du monde professionnel avec Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'il n'est déjà fait? Est-ce que vous savez ce que c'est le Fortune 500? Non, vous allez nous l'expliquer. Les 500 premières sociétés du monde, par chiffre d'affaires. On n'entre pas dans ce club-là facilement. J'ai été 11 ans patron de Fortune 500. Vous voulez dire qu'il n'a pas votre parcours et que... On a des parcours différents, c'est tout. C'est un fonctionnaire international au FMI. Moi, je gérais des boîtes qui avaient 1300 milliards de dollars de total de bilan. En Indonésie, j'avais 220 000 employés. Mais qu'est-ce que vous allez faire qu'il ne peut faire, puisque lui aussi, il avait des relations, il a des relations, il a ramené des fonds dans le pays. Fonctionnaire ou entrepreneur, leader de secteur, c'est la même chose. Mais sur quelle planète vous vivez? C'est un fonctionnaire international. Arrêtez. Au FMI, on est payé 400 000, 500 000 dollars par an. Un CEO de fortune gagne 10 millions de dollars par an. Ça fait 20 fois. C'est pas la même chose. Donc vous pensez qu'il n'est plus à la hauteur? Je ne sais pas qui il est. Moi, je suis un homme du privé. Ce que je peux apporter, c'est de la création d'emplois. Je sais comment on investit, je sais comment on dirige une entreprise. Je suis un manager, je l'ai prouvé. C'est pas une question de relation. Moi, je connais Mike Bloomberg parce que Crédit Suisse est un des plus gros clients de Bloomberg dans le monde. Je connais... mais il a toujours dit qu'il avait aussi des grandes relations, des relations importantes. Le rôle qu'il joue dans l'économie mondiale. Ils viennent dans les pays de temps en temps et ils regardent les grands équilibres macroéconomiques. Ça n'a rien à voir avec être sur les marchés tous les jours et que ça a un impact sur votre compte d'exploitation. Alors si vous deviez dresser son bilan aujourd'hui, on n'a rien à voir. Si vous deviez dresser son bilan... Je ne dis pas qu'il a un mauvais profil, je dis juste que de dire qu'on a le même profil, c'est de l'ignorance pure. Voilà. Mais est-ce que son bilan est mauvais? Être au FMI, ou être patron d'une fortune aujourd'hui, c'est la même chose, c'est de l'ignorance pure, ça n'a rien à voir. C'est comme jouer au football et jouer au hockey, c'est deux sports différents. Voilà, point à la ligne. Bon, son bilan, je l'ai dit, moi je ne me contredis pas. J'ai adopté un ton très conciliant, même quand on m'a envoyé 39 bus pour m'empêcher, alors qu'on avait un deal, non certains, 39 bus de police. J'ai dû aller le 16 au matin, parce que c'est un plan en 2 phases. C'est un commissaire qui me l'a dit. Le but, c'était de créer de la violence pour pouvoir m'arrêter. Bon, dire que j'avais suscité des violences. Quand ils sont venus à 2h du matin chasser nos gens qui étaient en train d'installer les micros, etc., on a dit du calme. À 7h du matin, j'ai fait un communiqué disant aux militants de grâce, soyez calmes, c'est de la provocation, ne réagissez pas. On m'a dit d'ailleurs que c'est un communiqué qui allait très haut dans l'administration américaine. On a dit, voici un comportement exemplaire d'un opposant africain qu'on aimerait voir dans plus d'endroits. Ensuite, quand ça a chauffé, comme ça n'a pas marché, ils sont allés occuper le siège du PDCI. Depuis 1946, jamais des forces de l'ordre n'ont occupé un siège du PDCI, même sous la coloniale, même à l'époque de la guerre froide, quand on était affilié au Parti communiste. Ils sont allés occuper le siège du PDCI à Cocody en pensant que ça allait mettre le feu aux poudres. C'est là que je suis allé, il y a les images sur Internet où j'ai dit aux gens, vous savez, dans la vie, on ne peut pas contrôler les événements, mais on contrôle toujours comment on réagit. Et là, on va montrer notre supériorité, notre baisse, c'est dans notre réaction. On va montrer qu'on est une partie de la paix. On va être civilisé, on ne va pas répondre à la provocation. Pour vous, on est dans un régime de violence en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les images ont été diffusées du pauvre Kwaku Djabia qui a été jeté dans un véhicule de force. C'est à la fondation Konrad Adenauer, qui est une fondation pour la paix, créée par M. Adenauer après le drame de la Seconde Guerre mondiale, qui est financée par l'État allemand, qui nous aide dans les formations pour les élections, etc. Le petit était là, il parlait avec un vigile, un véhicule noir qui traînait là depuis 16h35 est arrivé. Vous avez vu les images? Des gens en tenue civile, en hoodie, etc., qui sont armés, ils s'approchent. J'ai le témoignage du vigile, on a flouté son visage parce qu'il paraît que les gens le cherchent, et où ils lui ont dit, si tu parles en tabac, il a essayé de s'interposer.
Et vous avez vu, ils ont embarqué ça, c'est un kidnapping. C'est un kidnapping. En plein jour à Cocody, à Abidjan. On a un peu de mal à croire en tout ça lorsque l'on sait les circonstances dans lesquelles le président Alassane Ouattara est arrivé aux affaires. Il a subi les mêmes pressions. On ne sait pas où ce jeune homme est. Jusqu'à ce jour? Nous ne savons pas. Nous, le PDC, on le cherche. Nos avocats ont donné une conférence avant-hier. On a utilisé ce film avec la presse internationale en disant voilà, voilà la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on s'est rapproché des autorités pour poser la question? Bien sûr. Bien sûr. La Fondation Adenauer, qui est quand même importante, a écrit au ministre de l'Intérieur, a écrit au ministre des Affaires étrangères, a écrit à l'ambassadeur d'Allemagne, a écrit à l'ambassadeur de l'Union européenne, a écrit à l'ambassadeur de France. Donc le silence de tous ces gens-là passe à des enlèvements extrajudiciaires. On a enfin les images. Le petit Ousmane Chérif, ils sont allés attaquer sa maison la nuit, encagoulé. J'ai dû l'extraire, il est au Ghana aujourd'hui, protégé par mes amis. On avait des fuites, les menaces sont constantes. Mon frère Aziz a été arrêté à sa sortie avec toute l'informatique qu'on a. Après, on lui dit il y a erreur sur la personne. Aziz Thiam, ancien ministre des Transports, arrêté. Mais Tidjane Thiam, vous êtes censé être candidat, en tout cas c'était l'ambition. Avec tout ça, qu'est-ce qui vous reste comme chance? Qu'est-ce qui vous fait encore aujourd'hui croire que vous pouvez retourner en Côte d'Ivoire et participer à cette élection présidentielle d'octobre prochain? Est-ce qu'il y a une chance, une toute petite chance, une fenêtre? Je n'abandonnerai jamais ce combat. Ceux qui me donnent du courage, ce sont tous les Ivoiriens. Vous avez vu même votre collaboratrice qui m'a vu tout à l'heure. Vraiment, cette popularité que j'ai, je ne peux pas l'expliquer. Quelquefois, il y a une relation entre un homme et son peuple qui n'est pas explicable. Les Ivoiriens m'ont donné tellement d'amour. Mettons que les Ivoiriens vous aient donné cet amour. Non, je ne sais pas quoi, mais c'est ça qui me fait continuer. Mais en même temps, vous pouvez... Alors, Laurent Gbagbo a été acquitté à la haie, c'est-à-dire il a été... On a abandonné toutes les charges et tout contre lui. On s'est rendu compte qu'on a fait des enquêtes sur lui pour rien et tout, et qu'il n'était pas forcément coupable, comme on le pensait. Le bureau de la CPI en Côte d'Ivoire est en train de fermer. On ne connaît toujours pas les résultats de l'enquête de tous les massacres perpétrés en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a été... Je crois qu'il y a une autorisation du président Ouattara pour que Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que même après être acquitté, il a fallu qu'il reste 2 ans en Belgique et avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut être candidat. Il ne peut pas être candidat parce que même s'il a été acquitté, en Côte d'Ivoire, il y a une peine de 20 ans. Et je crois que cette peine, je pense que s'il n'est pas en prison, c'est parce que le président Ouattara, il a signé un document, il a armistié, un truc comme ça, pour que Laurent Gbagbo soit là et qu'il puisse être libre, en fait. Du coup, ça va un peu compliquer la candidature de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo sera finalement candidat, ça, on ne peut pas le dire, mais lui, il est confiant parce qu'il dit, par exemple, les gens ne croyaient pas quand il avait dit qu'il devait être candidat contre Houphouët-Boigny, le grand Houphouët-Boigny, les gens ne croyaient pas. Mais il a fini par être candidat face à Houphouët-Boigny. Cela a ouvert les portes au multipartisme, en fait. Donc, disons que quelque chose peut encore se créer. On attend le suspense. Il y a du suspense, mais si Laurent Gbagbo le dit, avec l'expérience qu'il a, on pourrait le voir candidat dans la liste définitive. Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que on souhaite. Hein. Moi, je le souhaite personnellement parce que ce serait bien que même si M. Ouattara veut élire un nouveau mandat, qu'il affronte. Alors le cas Laurent Gbagbo, franchement, ce serait une bonne occasion, parce que si le président Alassane Ouattara, que certains estiment illégitime après ce qui s'est passé en 2010-2011, beaucoup de gens disent souvent que c'est le président de la France, c'est l'ami des Français, c'est Sarkozy qui l'a placé. Et le fait que la candidature de Laurent Gbagbo soit rejetée, cela ne contribue pas à arranger les choses, ça ne contribue pas à apaiser l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Parce que les gens vont continuer à le penser. La seule façon pour que les gens arrêtent de penser, la seule façon, parce que il est indéniable que Alassane Ouattara a fait un gros travail en Côte d'Ivoire, il a développé la Côte d'Ivoire, ça c'est indéniable, il a beaucoup travaillé, mais la question de la légitimité ou de l'illégitimité d'Alassane Ouattara peut être réglée lors de cette élection 2025. Moi je le pense. Pourquoi? Parce que si le président Ouattara accepte, alors, qui accepte la candidature de Laurent Gbagbo, parce qu'il a les moyens, il a le pouvoir,
de gérer ça, parce que on sait que Laurent Gbagbo également a accepté sa candidature, lui qui ne pouvait pas être candidat à cause de certaines lois, notamment l'ivoirité et tout. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo avait fait le nécessaire pour que Alassane Ouattara soit candidat. Je pense que Ouattara devrait le rendre l'ascenseur, faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit candidat et le battre. Si Alassane Ouattara bat Laurent Gbagbo dans cette élection-ci, je pense que le débat sera clos définitivement sur la légitimité d'Alassane Ouattara et puis il partira, on va dire, la conscience un peu tranquille, quoi. Mais si on met Laurent Gbagbo hors jeu, on a l'impression qu'il y a une forme de machination à la fois, un peu. Donc du coup, il y a des suspicions. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.